Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Aube Kwame, co-rédactrice et animatrice pour BET Connect. Ici, vous retrouverez des sessions d'échange avec des entrepreneurs, des femmes et hommes d'affaires, mais aussi des acteurs politiques du continent africain, ainsi que de l'actualité sur l'environnement des affaires, l'investissement et les opportunités professionnelles en Afrique. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview avec Pierre de Gaëtan Injikam, directeur général du fonds Pierre Castel Agir pour l'Afrique. Bonjour Pierre. Bonjour Aube. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité et de pouvoir échanger avec tous les partenaires et ton équipe. Merci, c'est un vrai honneur de te recevoir ici. Et donc, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je retiens ma respiration parce que j'avoue que ton background, il est assez chargé et très riche. Donc, Pierre, en 2014, tu es adjoint au maire de Bordeaux, chargé de l'Afrique et de la francophonie à Bordeaux. Et c'est un rôle que tu auras joué pendant 6 ans. Ensuite, en 2020, tu coprésides le comité national d'organisation du sommet Afrique-France. Et depuis 3 ans maintenant, tu es directeur général du fonds Pierre Castel. Mais bon, avant de venir à tous ces rôles que tu as joués, tout aussi importants les uns que les autres, on a envie de savoir qui est l'homme, qui est Pierre de Gaëtan. Vaste question, mais en même temps, qui peut se résumer en quelques évocations. D'abord, le fait d'avoir été formé et engagé au Cameroun, dans ce pays d'Afrique centrale dénommé l'Afrique en miniature, où depuis le lycée et l'université, j'étais déjà quelqu'un d'engagé, soucieux du devenir du continent africain. Et je pense que c'est un peu cette formation que j'ai eue au Cameroun et cet engagement très tôt au lycée et à l'université de Yaoundé, qui a fait un peu de moi ce que je suis devenu lorsque j'arrive à Bordeaux fin des années 90 pour des études de droit public. Donc je suis diplômé de l'université de Bordeaux après Yaoundé et où je m'engage donc dans la vie publique locale à travers d'abord la participation à des mouvements associatifs d'étudiants africains, ensuite de la communauté africaine de Bordeaux, par lesquels engagements je croise le chemin d'un homme politique qui aura donc marqué mes 20 dernières années, à savoir Alain Juppé. Et à travers cette rencontre, j'intègre le cabinet d'Alain Juppé, donc, où je passe une dizaine d'années pour m'occuper, entre autres, des questions de diversité, de vie associative, de relations avec les cultes, et puis surtout des questions africaines. Ouais. Bon, du coup, on en vient au point crucial. Pourquoi ce lien aussi fort et assumé avec l'Afrique et sa diaspora ? Pourquoi ce choix ? Je pense que c'est quelque chose qui remonte aussi loin que je me souvienne par toutes les lectures qui ont intellectuellement accompagné ma formation académique. Donc j'ai eu la chance de croiser à travers des rencontres des personnes extrêmement inspirantes et donc qui m'ont orienté à un certain nombre de lectures dont le dénominateur était de se poser la question de la place du continent africain dans ce monde en train de se faire. Et donc j'ai eu de manière extrêmement viscérale le souci chaque fois d'apporter ma contribution et donc de rechercher en fait des voies et moyens pour contribuer à ce que pourrait être une Afrique qui participe d'une commune humanité. Et donc c'est ce ressort idéologique en fait qui va expliquer l'ensemble de mes engagements, mes orientations, donc plutôt faire du droit public que du droit privé, et puis avec une préoccupation qui est d'impacter d'abord d'impacter par ma propre action ou des actions collectives, mais aussi d'inspirer. Et ce qui m'amène d'ailleurs, au-delà à un moment donné, quand j'avais fait un peu le tour de mes activités au cabinet d'Alain Juppé, de choisir de
d'aller vers une démarche plutôt d'impact sociétal, donc ce qui m'amène à quitter le cabinet donc dans les années, fin des années 2000, 2010 pour faire l'exécutif MBA d'HEC, où effectivement je vais m'orienter vers la connaissance de ce qu'on a appelé dans notre exécutif de Emerging Markets, donc tous ces marchés émergents dont l'Afrique, dont l'Inde, dont l'Asie, dont l'Amérique latine. Et ces préoccupations-là m'ont amené à préfigurer avec M. Pierre Castel le fonds de dotation Pierre Castel Agir avec l'Afrique. Donc il y a une véritable continuité en fait entre mes premiers engagements et ce que je peux faire aujourd'hui aux côtés de la jeunesse et avec la diaspora. Okay. Je pense qu'il y a un mot que j'ai retenu dans ce que tu viens de nous dire, c'est le terme impact. Impact qui résume assez bien tes activités en tant que directeur général du fonds Pierre Castel. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le fonds et ses actions? Le fonds Pierre Castel Agir avec l'Afrique est né à l'évidence d'une rencontre à la fois avec Pierre Castel, mais aussi d'une rencontre avec une nouvelle catégorie, une nouvelle génération d'Africains. Et donc cette double rencontre, à la fois de quelqu'un qui a réussi à partir d'un itinéraire entrepreneurial, Pierre Castel, avec une vision d'entrepreneuriat en Afrique, à bâtir vraiment une histoire entrepreneuriale exceptionnelle à partir de Bordeaux, et en même temps de rencontrer des jeunes inspirés qui avaient envie de se prendre en charge, de créer une activité et ainsi donc de contribuer aussi d'abord à l'émancipation individuelle, mais aussi à l'émancipation du continent. Et donc le fonds s'est inscrit un peu dans cette fourchette-là pour dire, bon voilà, on va spécialiser sur un secteur qui est stratégique, l'agriculture, l'agroalimentaire, parce qu'il y va de la sécurité alimentaire du continent africain, mais surtout il y va du secteur qui va vraiment concerner 90% de la population africaine. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, dans tes activités avec le fonds Pierre Castel, tu es beaucoup en contact avec les entrepreneurs. Ouais, aujourd'hui, nous avons accompagné une centaine de jeunes entrepreneurs sur plusieurs pays africains. Donc, je cite généralement le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Mais au-delà de ces 4 pays, nous avons réussi à impacter plusieurs pays où on voit bien que les jeunes ont choisi cette voie-là de l'entrepreneuriat, qui est pour ma part la nouvelle révolution africaine, qui va apporter à ces pays-là, à ces jeunes, les moyens de leur émancipation. Parce que ce qui est également fondamental en fait pour comprendre le sens de mon action, c'est que je suis soucieux du développement du continent africain et de son émancipation en termes. Parce que la particularité de ce continent, c'est d'avoir une connexion avec le monde qui, pour l'instant, n'est pas à la hauteur de ce que ce continent peut offrir au monde. Donc il faut accompagner et en tout cas être au rendez-vous de ce continent pour qu'il puisse révéler au monde, donc à tous les mondes, n'est-ce pas, tout son potentiel, toute sa richesse, et ça passera par le fait d'accompagner la majorité de sa population actuelle qui est constituée de la jeunesse, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse offrir tout son potentiel. Et d'ailleurs, pour faire connaître cette Afrique, tu as initié à Bordeaux les Journées nationales de la diaspora, qui est, on va dire, une sorte d'événement de partenariat économique et culturel entre l'Afrique et la France à travers sa diaspora. Et donc, tu peux nous parler un peu des programmes que tu as su mettre sur pied à Bordeaux et que tu as su faire exister pendant plusieurs années? En effet, les Journées nationales des diasporas africaines, dénommées JNDA, ont pour souci d'adresser en fait un double enjeu, ce que j'appelle l'enjeu de la double présence. Au fond, l'Afrique n'a cessé, au cours
de tous les derniers siècles et encore plus récemment, de s'inventer là où elle est. Donc c'est une formule que je reprends de mon ami poète guadeloupéen Daniel Maximin, l'Afrique s'invente où elle est. Et donc cette réinvention permanente et continue de l'Afrique à travers ces hommes et ces femmes, sa jeunesse et notamment celle qui a décidé de bien se former et ensuite d'entreprendre, avait besoin d'un cadre d'expression, d'un cadre de rassemblement. Donc à partir du moment où cette Afrique ne peut pas être vue simplement et exclusivement à partir du continent, mais également qui est présent dans le monde et en l'occurrence en France, il était urgent de proposer à cette autre dimension de l'Afrique, n'est-ce pas, un temps, un lieu où elle pouvait évidemment déployer à la fois sa créativité et son souci de participer au développement de l'Afrique. Et donc nous avons très rapidement identifié deux axes à travers lesquels cette diaspora africaine pouvait à la fois être présente ici où elle est et en même temps sur le continent, à savoir l'axe du développement économique, donc d'où la dimension très économique de ces rencontres à travers les rencontres numériques Bordeaux-Afrique dont nous venons de parler, et aussi l'axe culturel à travers des rencontres autour du leadership féminin. Et donc je voudrais effectivement souligner l'axe fort que reste d'ailleurs les femmes d'Afrique, les femmes de la diaspora, avec sous la présidence de Denise Epoté, de la directrice Afrique de TV5 Monde, et aussi ce que nous avons essayé de construire avec les jeunes, le campus des jeunes de la diaspora, parce qu'aujourd'hui parler de la diaspora et de sa relation avec le continent, c'est essentiellement focalisé sur les nouvelles générations dont vous êtes vous-même. Effectivement, j'ai envie de m'attarder un peu sur la diaspora. D'abord, j'aimerais savoir pour toi quelle est la définition de la diaspora en France. Au fond, la définition, la diaspora, elle est à chercher d'abord en Afrique. D'abord à chercher en Afrique parce que l'Union africaine a pris cette décision il y a quelques années maintenant de considérer que font partie de la diaspora tous ceux qui sont rattachés au continent africain et c'est ça qui est important, désirent contribuer au développement de l'Afrique. Donc ce qui veut dire qu'il y a à la fois une approche factuelle, à savoir des personnes qui sont d'ascendance ou de descendance africaine et qui désirent, et cette dimension-là de conscience est importante. Donc sont considérés en tout cas dans le registre des JNDA comme étant de la diaspora des personnes, des femmes et des hommes dont la relation familiale est liée au continent africain et qui désirent s'engager pour l'Afrique. Il y a une vraie notion d'action. Voilà, il y a une vraie notion d'action, d'abord de conscience historique, de conscience politique et d'engagement. Et donc, cette double perception de la diaspora donc, embarque forcément donc, une bonne partie de l'identité française. Donc ça veut dire effectivement tous ceux qui, dans nos villes, dans nos campagnes de France, dans nos quartiers, partout, sur les campus, voilà, sont rattachables effectivement au continent africain parce que leurs parents, leurs grands-parents viennent d'Afrique. Et puis aussi ceux qui considèrent que venant directement ou indirectement d'Afrique, eh bien, souhaitent s'impliquer dans le devenir du continent africain. Aujourd'hui, comment se déploient tes activités en relation avec la diaspora ?
Alors donc d'abord c'est le cadre que j'ai rappelé, donc ce rendez-vous qui était un rendez-vous annuel et donc qui va se renouveler dans une perspective à la fois beaucoup plus, je dirais, populaire, parce que nous avions tout au long des dernières années d'abord fixé le socle philosophico-politique des JNDA, à savoir orienter conceptualisé avec Souleymane Bachir Diagne et les autres, Manu Dibango, le fait Manu Dibango, avec Denise, voilà, savoir où nous voulons aller, comment les diasporas se positionnent. Donc je pense que cela est fait, ce socle est fait. Nous avons également fixé un certain nombre de rendez-vous, des rencontres numériques, on en a parlé, la journée des femmes, on en a parlé, le campus des jeunes, on en a parlé. Et maintenant, il faut donner au JNDA une dimension à la fois populaire, encore plus éclectique, et vraiment de rassemblement, et en même temps une dimension programmatique, à savoir, voilà, vers quoi nous voulons concrètement aller pour faire des choses concrètes avec le continent africain, participer à l'investissement, accompagner les investisseurs de la diaspora et leurs partenaires sur le continent africain. Et donc les JNDA doivent être vraiment dans des délivrables. Voilà, nous allons embrayer sur les délivrables de la diaspora. Et donc c'est le souci du prochain événement qui aura lieu en automne, donc 2021. Et alors mes multiples casquettes, comme tu disais, m'amènent justement à faire aussi en sorte que cette diaspora puisse être aussi au rendez-vous des jeunes entrepreneurs africains. Donc je pense qu'aujourd'hui, il appartient à la diaspora de prendre des participations dans les initiatives entrepreneuriales qui ont cours sur le continent africain. Ok. Et concernant les entrepreneurs que vous accompagnez avec le fonds Pierre Castel, quelle est ta relation, toi, particulièrement avec ces entrepreneurs-là? On a deux types de problématiques. Donc il y a des problématiques de court terme et des problématiques de moyen terme. Ces jeunes ont décidé d'emprunter une voie qui n'est pas une voie facile. Au regard de l'environnement, au regard de l'état aujourd'hui des environnements business de leur pays. Donc il y a une vraie attente de formation, d'accompagnement. Voilà. Donc je crois qu'il y a un vrai besoin au regard du business environment de comment ils vont réussir en fait à gagner le pari qui a été le leur, de choisir la voie de l'entrepreneuriat. Et donc nous devons être à leur côté pour d'abord les rassurer sur la pertinence de la voie qu'ils ont choisie, puisqu'ils ne nous ont pas attendus pour la choisir, ils l'ont choisie et après on les a retrouvés sur ce chemin. Donc nous essayons de voir comment nous pouvons effectivement leur créer un environnement favorable. Donc je pense que la première problématique, c'est vraiment d'être en capacité de proposer à ces jeunes un environnement favorable. Et cet environnement favorable, il est à la fois un environnement public et un environnement privé. Donc comment on accompagne la structuration d'un écosystème qui permette à ces jeunes entrepreneurs de se déployer. Donc ça, c'est vraiment le court terme, avec des problématiques évidemment très basiques de coaching, de formation, de relationnel. Parce que pour la plupart, c'est des jeunes qui ne sont pas toujours insérés dans des relations privilégiées. Et donc, venant de toutes les catégories sociales de chacun de ces pays. Et à moyen terme, je dirais que ce qu'il faut donner à ces jeunes, c'est vraiment l'ouverture des possibles africains. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avions, au titre des Journées nationales de diaspora africaine, je suis toujours heureux d'avoir, en 2014, commencé les Journées nationales de diaspora africaine avec cette conférence des grands philosophes que j'avais invités à Bordeaux, Souleymane Bachir, bien sûr, Jean-Godefroy Bidima, Séverine Kodjo-Granvaux et bien d'autres, Ngalasso, Alem Bankou, Daniel Maximin.
où la réflexion, c'était réflexion croisée autour des possibles africains. Je pense qu'il est important pour ces jeunes entrepreneurs d'avoir une vraie confiance dans l'avenir du continent, parce que l'entrepreneur a besoin d'être rassuré sur les possibles, n'est-ce pas, de son territoire, sur l'espérance. Donc il faut vraiment que l'avenir soit ouvert. Oui. J'ai envie de faire un peu un parallèle avec la révolution industrielle qu'a connue l'Occident. Aux États-Unis, on a vu la naissance des businessmen, farmers qui ont été des grands hommes d'affaires qui se sont enrichis grâce à l'agriculture et grâce aux ressources du pays. Je me demande aujourd'hui, avec le boom qu'on voit en Afrique, est-ce qu'on peut faire de façon pertinente en parallèle avec ce qu'a connu l'Occident auparavant, et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du mythe du rêve africain? Parce que ces 5 dernières années, on a 60% des PME qui ont été créées. Donc je me pose la question, est-ce qu'on peut faire ce parallèle et est-ce qu'on peut parler d'un mythe du rêve africain aujourd'hui en Afrique? Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est vraiment de mettre un peu en parallèle la nouvelle histoire, en tout cas l'accélération de l'histoire africaine à travers le prisme de l'entrepreneuriat, avec l'histoire économique. Et il y a d'ailleurs un chercheur très intéressant à Paris qui a consacré des développements sur l'histoire économique, notamment, alors pas des États-Unis, mais en France, et où tu as tout un cycle de révolution, et qui ont chacune un marqueur, et c'est ça qui est intéressant. Et on voit que l'un des marqueurs de la révolution économique africaine, si on prend les choses dans la moyenne durée, ça a été effectivement cette révolution digitale, qui n'était pas attendue d'ailleurs, et qui a marqué, au-delà du continent africain, effectivement, même l'Occident, puisque avec toute la reverse innovation, etc., l'Afrique qui apprend aussi aux autres, ou en tout cas l'Europe qui regarde ce qui se passe au Kenya, etc. Bon, je pense que alors le tout en fait, il y a des prémices, ensuite il faut les conforter. Donc tout l'enjeu va être celui-là, de savoir comment ces prémices d'une révolution économique africaine ont pu être confortées, et c'est là où on a besoin effectivement d'accélérer. C'est là où on a besoin effectivement d'un certain nombre de leviers pour que ce soit véritablement une révolution. Pour que ce ne soit pas un effet papillon, et que cela soit vraiment un marqueur de ce que devient l'Afrique. Parce que s'il y a une dimension d'hétéronomie, d'extranéité, où en fait ce n'est pas une révolution locale, et que les choses ne se passent pas localement, de manière impactante, eh bien ça risquerait effectivement de ne pas profiter au développement de l'Afrique. Donc c'est tout l'enjeu, puisque la révolution industrielle, ça a été quand même une révolution endogène, même si partagée, mais quand même endogène. Donc l'Angleterre, la France, les États-Unis, etc. Donc il faut être attentif quand même à la dimension très continentale de cette mutation, et que cela puisse impacter également la majorité de la population. Ok. Concernant, par rapport à l'inspiration qu'on doit créer sur le continent, toi, en tant qu'homme du social, tu es aux frontières, on va dire, du monde des affaires, et tu es un fin observateur de la scène économique africaine. Et du coup, je me dis, c'est assez pertinent de te demander qui sont les grandes femmes et les grands hommes d'affaires aujourd'hui du continent. Moi, je pense que les grandes femmes et les grands hommes, c'est vraiment tous ces entrepreneurs des PME et des PMI, paradoxalement.
au fond, on se serait attendu, effectivement, je fasse référence à tout ce que nous connaissons, hein, donc qui sont dans la cimenterie, qui sont dans le business de l'hôtellerie, avec aujourd'hui avec toutes ces chaînes hôtelières, hein, dont j'ai des amis qui sont PDG de grandes chaînes hôtelières africaines, qui sont aujourd'hui ceux qui participent au transport aérien, à l'aéronautique, au transport aérien, hein, donc que ce soit Askia, pour ne parler que de cette compagnie aérienne, hein, qui est panafricaine, ou ceux qui sont aujourd'hui dans le secteur bancaire, hein, avec Ecobank, avec Afriland, etc. Donc on a ça. Mais la réalité, me semble-t-il, qui est à l'œuvre et qui va véritablement faire basculer la mutation économique, ce sont tous ces jeunes entrepreneurs, femmes, hommes, tous ces femmes entrepreneurs dans les marchés, et en fait qui participent de cette vraie révolution entrepreneuriale africaine. Je pense que c'est et ils ne sont pas, on ne peut pas les citer. On peut pas les citer. Ils et elles sont tellement nombreux et nombreuses. Mais c'est à observer. C'est à observer toutes ces PME qui se créent, qui se développent, qui sont en attente d'investisseurs, qui sont en attente de CVC, comme on disait. Et je pense que ça, c'est le vrai chantier dont nous devons tous nous préoccuper. Chez BIT Connect, nous nous adressons à un public qui vit hors du continent et qui a besoin de rester connecté. Et donc, en accueillant un acteur comme toi, très présent sur la scène africaine, on a envie d'en apprendre beaucoup. Et on se demande aussi comment rester connecté au continent quand on vit hors de ce continent-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Afrique, la nouvelle génération qui est sur le continent partage la même envie que vous, et donc le même besoin de connexion avec les autres mondes, donc les autres continents, et en l'occurrence le continent européen. Et donc, du coup, va se matcher effectivement cette connexion des générations, et notre responsabilité en tant qu'acteur du développement de la relation entre l'Afrique et le monde, c'est justement d'accompagner des initiatives comme les vôtres pour les connecter avec tous ces lieux où se réinvente effectivement le devenir du continent africain. Donc on a par exemple le réseau au Cameroun, le réseau Oko Alliance, dont je suis un des sages d'ailleurs, j'ai toujours du mal avec cette qualification, parce qu'une fois qu'on est sage, ça veut dire qu'on est déjà près de la retraite, et je ne suis pas pressé. Bon, cela dit, non, mais bon, voilà. Donc on a comme ça identifié dans chacun des pays des lieux, des modalités où les nouvelles générations qui veulent accompagner la mutation du continent africain se retrouvent. Et notre responsabilité, c'est justement de nous connecter. Et je suis tout à fait à votre disposition, pays par pays, pour accompagner cette connexion. Parce que c'est véritablement à partir de l'interprétation de cette génération qui est en Afrique, effectivement, que vous pourrez être mieux connecté aux enjeux du continent africain. Mais il faut aussi savoir que le simple fait d'être physiquement dans l'environnement du pays ne vous octroie pas nécessairement une meilleure connaissance aussi. Donc, d'où aussi l'intérêt d'une distanciation géographique pour aussi mieux connaître les choses. Donc voilà, tout est dans tout en fait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça devient de plus en plus difficile de connecter la population, la population diasporique ou autre qui évolue ici avec celle qui évolue sur le continent, parce qu'on a l'impression qu'il y a des conflits. Est-ce que selon toi, c'est juste une impression, ou est-ce que c'est des points sur lesquels il faut réellement s'attarder et réfléchir? Non, je pense que en fait, on est face à un moment historique, comme disent les historiens. C'est que en fait, la question diasporique n'a pas bénéficié il y a longtemps encore d'une vraie conceptualisation,
Donc on est confronté à une réalité, une double réalité. D'abord, la première, c'est celle effectivement qui vivent, n'est-ce pas, la situation diasporique, pour une raison ou pour une autre, et pour ceux qui ont l'impression de la subir en Afrique. Et donc du coup, cette absence d'une élaboration à la fois théorique, intellectuelle, de la question diasporique, fait que nous sommes un peu insuffisamment armés intellectuellement pour comprendre en fait ce qui nous arrive. Et c'est la raison pour laquelle c'est important que nous aidions aussi à diffuser toutes les réflexions contemporaines de nos penseurs. Parce qu'il faut quand même savoir que tous les autres continents, avant de s'embarquer dans des enjeux technologiques, infrastructurels, etc., ont reposé toutes ces démarches-là sur une infrastructure intellectuelle, conceptuelle, etc., littéraire, philosophique, artistique. Or, ça commence en Afrique. Donc les travaux de Souleymane Bachir, les travaux des gens comme Lema Bankou, qui est maintenant aux États-Unis, donc Achille Mbembe, tous ces gens-là. Donc c'est important, c'est important. Donc du coup, l'État africain se retrouve avec une diaspora qu'il n'avait pas programmée. Et donc, on met en place des ministères de la diaspora, des Sénégalais de l'extérieur, des Maliens de l'extérieur, etc. Mais en fait, c'est comme si on gère l'instant. En fait, il faut inscrire tout ça dans une vraie stratégie. Et cette histoire qui commence est une histoire, à mon avis, prometteuse. Et donc, il faut également que la société soit travaillée par ces questions-là, cette question diasporique, que le secteur privé s'en préoccupe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des patronats. Moi, je connais par exemple le patronat camerounais, le patronat ivoirien, le patronat sénégalais, qui ont des groupes de travail, des sections pour travailler avec la diaspora. Mais c'est nouveau tout ça. Donc, je pense que l'histoire de cette Afrique en train de se faire, il faut aussi l'inscrire dans la longue durée, en fait. Donc, nous sommes, en même temps que nous sommes des acteurs, nous sommes en même temps co-responsables du devenir. Et donc, du coup, on ne voit pas les chemins et les pas que nous faisons, parce que nous sommes de cette histoire, en fait. Et donc, ce que vous faites à travers une émission comme celle-ci, à travers cet échange, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, on est dans la coproduction volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, d'un devenir du continent africain. Ok. Et est-ce que vous pensez toutes les problématiques du continent, l'Afrique et tous ces pays auraient intérêt à peut-être s'appuyer sur des théories qui sont nées ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, les grands penseurs, il en existe, mais malheureusement, des grandes théories africaines, on en voit peu. Et du coup, est-ce qu'on devrait s'appuyer sur ces théories qui existent déjà, mais qui ne viennent pas de l'Afrique? Au fond, il y a beaucoup plus, à mon avis, une méconnaissance ou une connaissance insuffisante par les nouvelles générations du patrimoine intellectuel, théorique, programmatique de l'Afrique. C'est à l'honneur donc de tous nos penseurs africains actuels, du continent et de la diaspora, de nous en révéler les ressources inépuisables. Et je pense que tout le travail qu'a fait Présence africaine, donc depuis Alioune Diop avec Césaire et Senghor, Cheikh Anta Diop, aux travaux qui sont faits aujourd'hui par la nouvelle génération, et notamment dans les universités africaines, et les universités occidentales bien sûr, et américaines, mais beaucoup dans les universités africaines. Tout cela, on est vraiment sur la bonne voie. La vraie question, c'est comment nous allons pouvoir restituer ça, pouvoir trouver des lieux de partage de ces savoirs-là qui existent, qui sont insuffisamment diffusés, et les initiatives comme les vôtres doivent effectivement y contribuer. Et je suis content que vous me posiez cette question, parce qu'en fait, elles sont là ces réflexions, elles sont là, ces théories africaines.
Tout à l'heure, tu as cité des auteurs comme Cheikh Anta Diop, Senghor. Est-ce que leurs réflexions sont toujours d'actualité? Parce que auprès des jeunes, comme tu as dit tout à l'heure, ce ne sont pas des théories qui sont assez diffusées et que les jeunes comprennent mal. Est-ce qu'ils le comprennent mal parce qu'elles sont dépassées ou est-ce juste une méconnaissance? Au fond, je pense qu'elles sont insuffisamment connues parce que tous ces penseurs africains, en fait, ont posé les questions fondamentales. En fait, voyez-vous, quand on parle de Kant, de Hegel, de Sartre, de Raymond Aron, mais ça fait longtemps. Bon, mais en fait, on renouvelle leurs pensées, on les contextualise. Donc, tous ces penseurs africains ont posé la question fondamentale qui est celle de l'unité de l'Afrique, Nkrumah, Frantz Fanon, la question de l'émancipation, mais dans un contexte historique qui n'a pas les mêmes contours qu'aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas la révolution digitale. Il n'y avait pas cet emballement pour l'entrepreneuriat, cette mobilisation de la jeunesse vers le secteur privé. Voilà, on était dans la question d'abord coloniale, ensuite la question de post-coloniale de gestion des indépendances. Aujourd'hui, on est dans la question du développement, de l'émancipation économique et intellectuelle de l'Afrique, dont les questions, en fait, les propositions restent pertinentes, mais aux générations actuelles, comme disait Frantz Fanon, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc le tout est dans effectivement le cycle historique, comment les générations d'aujourd'hui et de demain reprennent donc les questions jusqu'au point où elles ont été amenées pour effectivement proposer des solutions propres à leur contexte et à leur environnement. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, oui, ces penseurs nous ont légué en héritage effectivement des réponses pertinentes à la question de l'unité de l'Afrique, à la question de l'émancipation de l'Afrique, à la question du développement de l'Afrique. Il nous appartient maintenant, avec la globalisation, avec la révolution digitale, avec la question de la gouvernance, la nouvelle gouvernance, la question de l'organisation des territoires, la question des environnements, du secteur privé, de trouver les solutions adaptées aujourd'hui à partir des réponses qu'ils nous ont fournies. Il y a quelques années, les engagements étaient vraiment tournés sur le secteur public. C'est-à-dire la majorité de nos parents avaient envie de travailler, aller à l'école, eux, pour devenir des fonctionnaires. Et aujourd'hui, on voit un regard qui est très porté vers le secteur privé. Et paradoxalement, on a l'impression qu'il y a une dualité aujourd'hui, qu'il y a une dualité où on oppose public et privé. Et je me demande, est-ce que ça ne freine pas la réflexion sur les théories économiques? Parce que est-ce que parler d'entrepreneuriat, ça voudrait dire forcément se dissocier des questions de la cité? Ça voudrait dire se dissocier de la politique, par exemple. Mais oui, vous avez raison. D'ailleurs, je pense que c'est d'abord méconnaître les choses comme elles se sont passées ailleurs. On a bien vu que même dans les pays dits libéraux, il n'y a pas de frontière étanche entre le public et le privé, et que d'abord le secteur privé se développe aussi avec le concours du secteur public, et que le secteur public peut tirer des leçons, des enseignements du secteur privé pour aussi améliorer sa performance, ce qu'on appelle parfois pompeusement la bonne gouvernance. Nous allons maintenant accueillir Dalini Mbemba que nous avons sélectionné pour l'intérêt accru qu'elle a pour les problématiques en rapport avec la diaspora et l'Afrique en général. Et à cet effet, d'ailleurs, nous remercions la composante des étudiants congolais
de Gironde qui nous a proposé Dalini déjà pour ses compétences en journalisme et pour l'intérêt marqué qu'elle a pour l'Afrique, mais aussi pour notre invité aujourd'hui, Pierre de Gaëtan Njika. Donc je vous laisse discuter, je laisse Dalini se présenter. Alors bonjour, comme c'était une bonne présentation, j'ai 19 ans, je suis en première année du coup à l'EFJ, l'école française du nouveau journalisme qui se trouve à Bordeaux. Et donc c'est un honneur pour moi vraiment d'échanger avec vous, étant donné que justement j'aimerais me spécialiser sur le continent africain en particulier, dans le domaine d'où j'exercerai ma profession après. Et étant donné que je suis aussi issue de la diaspora africaine et que les jeunes s'investissent beaucoup plus tôt qu'on le pense, je pense, au continent, c'est vrai que ces thématiques-là, du coup, me parlent particulièrement. Donc, j'aimerais vous poser déjà une petite question, même en remettre en contexte, qui, d'après le sondage réalisé en février par le Conseil présidentiel pour l'Afrique, 61% des Français issus de la diaspora africaine sont prêts justement à s'engager dans un projet en lien avec leur pays d'origine. Et d'ailleurs, les enfants aussi issus de l'immigration africaine ou les ascendants aussi d'Africaines, dont je fais aussi partie, qui ne connaissent pas forcément les réalités du continent, mais qui veulent tout de même s'engager. Comment justement les orienter? Avez-vous des conseils pour ces jeunes personnes qui n'ont peut-être pas forcément les bonnes perceptions, les bonnes réalités économiques, peut-être aussi politiques du continent? Comment justement les encadrer, voire même les conseiller dans cette démarche-là? D'abord, beauté, hein? Donc, voilà, donc déjà, voilà, donc ça commence par là, parce que je crois que cette dimension d'engagement est indissociable d'une relation charnelle avec le continent africain. Donc, la connaissance de la langue et des langues africaines est un élément essentiel. Hein. Je pense que vous voyez bien, vous qui êtes né, vous avez grandi ici, que lorsque vous voulez vous intéresser à l'Espagne, à l'Allemagne, etc., ben, la première chose, c'est que les gens, effectivement, essayent de s'intéresser à la langue. Donc, je pense que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un environnement linguistique africain qui est en train de se développer. Et je pense que un des challenges que nous avons, c'est de voir comment nous pouvons créer en Occident même, et en l'occurrence, n'est-ce pas, à Bordeaux, en France, et les partager au demeurant, des lieux où la connaissance linguistique de l'Afrique se développe. Voilà. Sachant que le français est devenu une langue africaine, donc il y a aussi des manières africaines de parler le français, et que si vous ne connaissez pas un certain nombre de lexiques ivoiriens ou congolais, etc., vous allez être perdu. Hein, quand on est à Kinshasa, et qu'on n'intègre pas qu'il y a aussi le 9 ou le 7 belge, on est un peu perdu, hein, 97, etc. Voilà. Bon, ça m'est arrivé d'ailleurs à Kinshasa récemment, et donc j'étais complètement perdu. Voilà. Donc tout ça, c'est, je crois, voilà. Plus sérieusement, pour répondre à votre question, vous êtes une génération privilégiée. Déjà, il faut en être conscient. Vous êtes une génération privilégiée parce que vous vous intéressez à un continent au moment où ce continent est en train de sortir de ce qu'a pu appeler un de nos historiens de la Grande Nuit. Aujourd'hui, en Afrique même, des acteurs, notamment les gouvernements, et je le dis sans d'ailleurs être membre de ces gouvernements-là et ayant parfois aussi des choses à leur reprocher, mais presque tous les gouvernements aujourd'hui ont pris conscience de l'importance de la diaspora
dans la construction des États. Il n'y a aucun pays aujourd'hui en Afrique, y compris notamment en Afrique subsaharienne, qui n'ait pas cet axe de développement à l'ordre du jour. Donc, je crois qu'il faut casser aussi la distance psychologique qu'on peut avoir avec les institutions. Parce que si nous voulons développer un continent qui a choisi d'être avec des États modernes, il faut aussi voir ce que produisent les États modernes. Donc on ne peut pas effectivement se dire, oh là là, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il n'y a rien qui se passe. Non, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. On met en place des outils, des gouvernements créent des ministères des Ivoiriens de l'extérieur, des Congolais de l'extérieur, etc. Ce n'est pas parfait. Mais dans la petite histoire encore récente de nos États, c'est quand même significatif. Donc, je pense qu'il y a, par rapport effectivement à votre génération, l'urgence d'une appropriation de ce qui se fait en termes d'initiative en Afrique et ici. Et c'est à élaborer ça ensemble que je suis prêt à vous accompagner. Et si je peux me permettre aussi de proposer une autre question, ce serait à propos justement des transferts de fonds de la diaspora africaine, étant donné que justement, elles sont à plus du double de l'aide publique au développement pour l'Afrique et elle est estimée à 29 milliards de dollars en 2017. Comment justement on peut optimiser aussi cette source de revenus sans forcément entreprendre, mais le transfert en tout cas de fonds, comment on peut l'optimiser, comment le gérer en soi? Alors, bon, transférer suppose d'abord pouvoir économiser pendant le transfert. Donc, ce qui veut dire, effectivement, il y a une réflexion qui est en cours d'ailleurs, à travers d'abord les parlementaires. Moi, j'ai moi-même, il y a plusieurs mois, au moment du premier confinement, signé comment dire, une sorte de, non, pas de pétition, parce que j'aime pas les pétitions, mais en tout cas, une déclaration incitant à réfléchir, à diminuer les taux de transfert, donc avec des parlementaires, avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, avec Sila, la députée Sila, et voilà, le travail continue avec le ministère de l'économie et des finances français, mais aussi avec les acteurs, n'est-ce pas, du transfert. Donc il y a cette démarche. Mais je pense que la vraie question, c'est à quoi servent ou à quoi peuvent servir ces transferts, n'est-ce pas, vers le secteur productif, vers l'économie à fort impact, etc. Bon, là, c'est la responsabilité, évidemment, des gouvernements de créer l'environnement nécessaire. Donc, il y a un travail qui peut être fait ici en France, mais c'est surtout de savoir un peu comment ces transferts-là peuvent être orientés. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, plusieurs outils et dispositifs existent avec les business angels, les fonds d'investissement. Pour ceux qui veulent vraiment transférer vers le secteur productif, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une palette d'organismes qui sont tout à fait prêts à réceptionner ces transferts. Mais il faut quand même savoir que les transferts ne seront jamais exclusivement productifs, heureusement, parce que sinon, ces transferts existent parce que nous avons aussi une responsabilité, un devoir de solidarité dans des contextes aussi où les prises en charge en termes de sécurité et de solidarité sociale sont insuffisantes et que une réflexion aussi d'engagement sociétal de la diaspora s'inscrit aussi dans cette démarche-là. Bon, l'essentiel, c'est effectivement de trouver la bonne mesure de ces transferts. Justement, donc les créateurs d'entreprises sont obligés de se contenter que de leurs propres ressources ou il y a des aides
tierces, étant donné que l'aide sociale n'est pas forcément, enfin, c'est pas en tout cas comme en France où il y a les aides publiques. Donc, les créateurs d'entreprises ou entrepreneurs doivent compter du coup dans leurs ressources où il y a peut-être des bourses ou des aides tierces. Oui, en fait, les États africains s'alignent aujourd'hui sur les pratiques, en cours dans les pays occidentaux. On a aujourd'hui des banques pour les PME, des agences de promotion, les petites et moyennes entreprises. On a, pour ce qui concerne la diaspora, des dispositifs qui sont mis en place pour faciliter l'investissement à la diaspora. Donc, on a des outils au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Le tout, c'est vraiment que l'expérience entrepreneuriale des diasporas contribue aussi à affiner et à améliorer ces dispositifs. Parce que comme je le soulignais tantôt, n'oublions pas que tous ces processus sont tout à fait récents et que, en fait, cette question de l'entrepreneuriat de la diaspora ne date pas de 10 ans. Et donc c'est tout à fait normal que les dispositifs ne soient pas dans une forme de type idéal. Et donc, nous allons nous-mêmes, par le fait d'oser, le fait de prendre les risques, participer à l'amélioration de ces dispositifs, y compris dispositifs bancaires, toute la question de la gestion du risque, etc. Parce que, sur quelle base une banque en Afrique vous prêtera, vous accompagnera, alors qu'elle ne sait pas comment elle pourra rentrer effectivement en cas d'accident dans ses fonds. Avec l'actualité qui m'intéresse, est-ce que vous comptez participer au 28 sommet Afrique-France qui devait initialement être prévu à Bordeaux, mais justement destitué? Est-ce que vous souhaitez quand même participer, étant donné que c'est sur le thème de la ville et des territoires durables et sur les acteurs de la société civile, dont les entrepreneurs en soi? Ce qui va sortir en fait de ce sommet, c'est quelque chose d'intéressant. Chose intéressant pour vous parce que ça sera aussi un matériau pour travailler à votre propre investissement et votre propre contribution au développement de la relation de Bordeaux avec l'Afrique. Et comme je disais tantôt, reprenant à mon compte l'expression de mon ami poète Daniel Maximin, l'Afrique n'a cessé, au cours de son histoire, de s'inventer là où elle est. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Et peut-être qu'on se retrouvera, pourquoi pas à Montpellier, parce que du coup, je compte y aller aussi. Ah ben oui, voilà. Bon, si vous m'invitez à Montpellier, je viens. On arrive maintenant au terme de notre échange. Et je te remercie, Pierre de Gaëtan, pour la qualité déjà des réponses que tu nous as apportées. Et pour terminer, j'ai envie de revenir sur l'essentiel des points que tu as abordés tout à l'heure avec Danini, qui ont été vraiment tournés autour de l'investissement et des fonds en Afrique. Aujourd'hui, on dit que l'Afrique, peut-être à tort ou à raison, que l'Afrique est le continent de demain. Et on entend dire qu'il y a énormément d'opportunités, mais avec le manque de data, de données qu'il y a autour de l'Afrique, c'est compliqué aujourd'hui de savoir exactement de quelle opportunité on parle. Et du coup, j'aimerais que tu te positionnes en tant qu'investisseur et que tu nous donnes, on espère en tout cas, des recommandations sur comment comprendre l'Afrique quand on est à la recherche d'opportunités d'investissement en Afrique. Une des questions qu'il faut adresser, c'est vraiment de savoir quel est aujourd'hui le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, des populations africaines. Et là, c'est une question et politique et non politique. Je pense que on arrivera à intéresser les investisseurs pas simplement par le potentiel, parce qu'un continent peut rester un continent de potentiel, à fort potentiel pendant des siècles. Voilà. Mais c'est comment on transforme le potentiel déjà là de l'Afrique en donnant à la majorité de la population un pouvoir d'achat qui permet
aux investisseurs de risquer leurs capitaux. Et donc toute cette réflexion autour du pouvoir d'achat me semble n'avoir pas été suffisamment travaillée. Hein? Moi, j'ai vu très peu de réflexions, de travaux, de séminaires, y compris des organisations patronales ou autres, sur comment on accompagne l'émergence d'un pouvoir d'achat. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même que les gens puissent acheter, quels que soient les produits. Hein? Et donc je pense que moi, en tout cas, l'expérience que j'ai de ces dernières années avec des jeunes entrepreneurs, mais aussi avec les acteurs investisseurs, ceux qui apportent les capitaux, ceux qui les accompagnent, ils sont quand même préoccupés par le pouvoir d'achat, hein, parce qu'une chose est d'avoir 1 milliard d'habitants, mais si 1 milliard sont à 2 € par jour, ils ne pourront pas acheter ou louer des logements, ou construire, etc. Donc voilà, je pense que ça, pour moi, ça me paraît être une des questions majeures à régler dans les semaines, les mois, voilà, et les années qui viennent. Merci Pierre encore pour cette question. En tout cas, le point des investissements et particulièrement du capital investissement en Afrique, on va y revenir en long et en large avec des acteurs qui évoluent dans ce milieu-là, des venture capital, des business angels qu'on va recevoir ici sur notre plateau. Et donc, on aura l'occasion de pouvoir en discuter un peu plus en profondeur. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce temps d'échange. Je remercie tous mes débatteuses. Hein. Voilà. En tout cas, je suis à votre disposition et je suis très heureux parce que ce genre d'initiative participe effectivement de ce vers quoi on devrait effectivement tous tendre, hein, à savoir faire en sorte que Bordeaux soit dans une relation vertueuse, positive avec le continent africain, et je pense que c'est bien parti. Super, merci. Et j'en profite pour remercier aussi notre partenaire Emera qui nous accueille dans ses locaux, qui est un accélérateur et qui accompagne plusieurs investisseurs dans l'investissement de projets audacieux en Afrique. Donc, merci à notre partenaire Emera, merci à Pierre de Gaëtan et merci à vous aussi de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et on se dit à très bientôt.